tous. Content de vous savoir dans la salle. Je suis Roch Omar Bougouma. Je suis le directeur général des technologies de l'information et de la communication du Burkina Faso. J'ai l'honneur en tout cas ce matin de communier avec vous sur la stratégie nationale de promotion des logiciels libres que nous avons élaborée et adoptée au Burkina Faso pour assurer la transition des logiciels propriétaires vers les logiciels libres afin d'assurer en tout cas un tant soit peu la souveraineté numérique du pays. Alors ma présentation va s'articuler autour de ces points. Bien entendu, je communique ce matin au nom du gouvernement, donc je vais présenter mon ministère rapidement en un slide. Je vais présenter la direction générale dont j'ai la charge et on va donc ensemble parcourir la stratégie en elle-même en se posant ensemble les questions suivantes. Pourquoi nous l'avons élaborée? Comment nous l'avons élaborée? C'est quoi cette stratégie? On va également parler des acquis que nous avons engrangés jusque-là, nos perspectives, et puis bien entendu, quand on déroule un programme, il y a des difficultés qu'on rencontre. Je vais vous faire l'économie de certaines de ces difficultés. Alors, dès l'entame de mes propos, je vais rendre hommage à des dévanciers que la plupart des organisateurs de cet événement connaissent déjà. En l'occurrence, celui que nous appelons affectueusement le doyen Pierre Ouédraogo, et tous les aînés au Burkina qui se sont engagés depuis une vingtaine d'années pour les logiciels libres et l'open source en général. Donc c'est ces dévanciers-là qui ont balisé le terrain, et aujourd'hui, ma présence ce matin ici à la Nouvelle-Aquitaine n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ces personnes qui ont posé les bases il y a une vingtaine d'années. Nous ne faisons qu'engranger les résultats de ce qu'eux ils ont préparé depuis ce temps. Il y a bien entendu le secrétaire général du ministère en charge de l'économie numérique, un dévancier également, et Madame la ministre elle-même qui a été de cette aventure depuis cette vingtaine d'années dont je parlais tantôt. Donc on va dire que aujourd'hui on a un bon en avant parce que justement c'est elle-même, elle a porté, elle est membre active de cette communauté du libre au Burkina Faso, et ça nous a permis en tout cas au niveau du gouvernement d'avancer de façon considérable. Donc hommage fait, je relève du ministère donc en charge de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale. Ce ministère a trois pans. On a les directions générales transversales, du genre les directions de planification, les directions des marchés publics, les directions des affaires financières. Nous avons les directions métiers, il y en a trois. La direction générale des technologies de l'information et de la communication. Il y a la direction générale des infrastructures de communication électronique. Il y a la direction générale du développement de l'industrie numérique. Et il y a enfin la direction générale des activités postales. Donc à côté de ces deux types de directions qui existent au ministère, nous avons les structures rattachées, les structures de mission en l'occurrence. Nous avons la Poste BF, comme chez vous en France. Nous avons également l'Agence nationale de promotion des TIC, qui est le bras opérationnel de l'État pour tout ce qui concerne projet d'envergure nationale pour le numérique. Donc c'est eux qui œuvrent de façon pratique sur le terrain une fois que nous, au niveau de la Direction générale des TIC, nous avons élaboré les stratégies et les politiques. Alors, la DGTIC elle-même
direction dont j'ai la charge a pour mission principale d'élaborer et de coordonner la stratégie nationale en matière de technologie de l'information et de la communication. Nous avons 3 directions techniques: la direction des stratégies et politiques, la direction de la vulgarisation et de la sensibilisation, et la direction de la réglementation et de la normalisation. Donc le site web de la direction générale est à cette adresse. Alors, la stratégie elle-même. En 2018, nous avons élaboré une stratégie nationale de développement de l'économie numérique qui a été adoptée par décret présidentiel. Cette stratégie est structurée en 5 programmes, dont le programme 5 est énuméré comme suit: transformation numérique de l'administration publique, des secteurs économiques et de la société burkinabé. Et c'est à travers ce programme 5 qu'il est embarqué l'essentiel de la transformation digitale de notre pays, à travers la conception et la mise en route de plateformes, de e-services pour la dématérialisation des procédures administratives, portées par la NPTIC dont je vous parlais tantôt. Et on a une autre agence qui est le secrétariat technique du guichet virtuel de l'administration publique. Elle embarque également l'élaboration des référentiels, des manuels et des stratégies sous-jacentes. Donc, comme référentiel ou manuel, nous avons le référentiel de management de la qualité. Nous avons également le référentiel général d'interopérabilité. Nous avons le référentiel général de la sécurité. Et nous avons enfin la stratégie nationale de promotion des logiciels libres. Alors, pourquoi nous avons élaboré spécifiquement une stratégie nationale de promotion des logiciels libres? Alors, on a fait une analyse diagnostique de l'usage des logiciels propriétaires. On a constaté une forte empreinte des logiciels propriétaires, et pour ne citer que ces 2 grosses firmes, qui se traduit par des coûts de location et de support qu'on peut qualifier d'aliénants et exorbitants pour l'État du Burkina Faso. Donc, on a également constaté la non-propriété des licences qui sont chèrement acquis par année. C'est-à-dire qu'on paye de grosses sommes à ces firmes, mais ce n'est même pas de l'acquisition, mais c'est plutôt de la location. Donc, une fois que vous allez souhaiter rompre le contrat, vous allez devoir à nouveau payer, en tout cas je crois que ça fait 30% du montant global. Alors, il y a également la nécessité de réduire les investissements de l'État dans l'acquisition des licences. Et enfin, je vois que pendant ces 48 heures, on en parle, l'impérieuse nécessité de maîtriser l'évolution de son système d'information. Donc, qui participe bien entendu à la souveraineté numérique de l'État. Alors, en termes de chiffres, et ça c'est uniquement que pour les 2 firmes tantôt citées, nous dépensons pratiquement 2 millions, sinon 3 millions d'euros en termes de location de licence. Alors, comment nous y sommes arrivés, sinon comment nous comptons atteindre les objectifs de cette stratégie? On va dire en bonne intelligence, par une transition transparente, déjà en élaborant une stratégie qui indique la vision du pays, les objectifs recherchés, les axes d'orientation sur lesquels nous devons aller, en sensibilisant et en formant les agents publics à cet effet.
Il y a des tournées à l'endroit des universitaires pour expliquer le document. Il y a chaque année, et cette année, courant éventuellement décembre, nous l'avions prévu pour le mois d'octobre, mais le calendrier des autorités publiques étant chargé dans cette période, nous la prévoyons pour décembre, le Forum national sur l'open source. Et ça sera la 4e édition. Et tout ça, c'est pour parler de la sensibilisation et de la formation. Nous avons en tout cas prévu pour réussir ce challenge de changer les curricula universitaires et des centres de formation. Donc l'action est déjà en cours avec la Direction générale du développement de l'industrie numérique dont je parlais tantôt. La valorisation des compétences dans le libre et la production de contenus locaux pour la mise en place de communautés fortes qui œuvrent au développement de courtes sources d'applications au niveau local notamment. Alors, le deuxième axe sur lequel on s'appuie pour garantir la réussite de la mise en œuvre des actions qui sont identifiées dans cette stratégie, c'est d'assurer une forte implication du monde universitaire, parce que c'est de là que ça doit partir, et des chercheurs. Voilà, donc les universitaires, les chercheurs également, et bien entendu de développer le capital humain dans la promotion des solutions adaptées véritablement aux besoins des usagers du numérique. Alors, la stratégie elle-même vise de façon globale la promotion de la conception, la généralisation, l'appropriation et la maîtrise des logiciels libres pour une souveraineté numérique avec une réduction considérable du coût de la location des logiciels propriétaires. Donc ça, c'est un objectif global qui part de l'analyse qui a été faite en amont. Et nous souhaitons contribuer à la réduction de la fracture numérique par cette forte intégration des logiciels libres. Cet objectif se décline en 3 axes stratégiques. Le renforcement de capacité des acteurs, le développement des e-services basés sur les logiciels libres et le renforcement de la gouvernance. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais plutôt faire place aux échanges. Donc, je vais être bref sur cette partie, mais le détail de la stratégie est téléchargeable sur le site de la DGTIC. Donc, à terme, la mise en œuvre de la stratégie permettra d'avoir les impacts suivants. Améliorer la contribution du secteur des TIC au produit intérieur brut du Burkina Faso. Améliorer la contribution du secteur du numérique à la création d'emplois et enfin d'accélérer la réduction de la fracture numérique au Burkina Faso. Alors, les grands défis à relever pour réussir ce challenge, c'est le renforcement du cadre juridique et institutionnel des acteurs du numérique, la migration progressive du système d'information existant vers un autre à dominance libre, le renforcement de capacité des acteurs sur les outils libres, bien entendu, et enfin la réduction du taux d'usage des logiciels contrefaits au Burkina Faso. Alors, les acquis à ce jour, la stratégie a été adoptée précisément le 11 septembre 2020, il y a juste un an, mais il y a des actions qui avaient été menées en amont pendant qu'on élaborait la stratégie. Donc, nous avons tropicalisé, et c'est l'expression que je vais emprunter pour cela, le logiciel LibreOffice au contexte burkinabé, avec nos couleurs nationales, avec les modèles de l'administration publique. Tous les templates, c'est des templates de l'administration publique, et également avec les templates des universités.
les rapports de soutenance, les demandes, les autorisations d'absence, tout ça, ça a été adapté et intégré donc dans le LibreOffice qui a été tropicalisé. Nous l'avons du reste appelé LibreOffice Burkina, donc qui est aujourd'hui installé dans l'administration, pas encore dans toute l'administration, mais dans certains ministères pilotes, le temps d'assurer son extension dans les autres départements ministériels. Et cela a eu lieu avec véritablement la contribution des étudiants, parce qu'on pense que c'est la clé. Se reposer sur les étudiants, c'est les étudiants qui l'ont tropicalisé. Ils ont été coachés par un enseignant-chercheur qui est du reste dans un laboratoire en France ici, Dr Bissiande. Vous pouvez le rechercher sur internet. Il travaille dans l'intelligence artificielle et également avec l'appui des directeurs des services informatiques des ministères et institutions du Burkina Faso. Alors, de façon concrète, également, nous avons réduit l'année dernière la facture de l'État en termes de location de licences Microsoft. Nous sommes passés de 7500 licences à 5000 licences déjà, en assurant une économie d'échelle d'à peu près 40% par rapport à la commande précédente. Ça, c'est un peu pour être concret. Alors, nous avons également intensifié nos campagnes de sensibilisation au niveau des universités. Pourquoi on fait focus sur les universités? À l'usage, on s'est rendu compte que les plus réticents pour changer leur façon de faire, parce qu'on a l'habitude, depuis nos formations, d'utiliser, de voir la manière dont s'affichent les outils propriétaires. Les plus réticents, ce n'est pas les utilisateurs finaux, mais c'est plutôt l'IT en fait. C'est l'IT, vous êtes directeur des services informatiques dans un ministère, tout le monde est à l'aise avec Office, peut-être, permettez-moi de le citer, Office 2013 ou 2016. Vous voulez changer leur façon de travailler, vous prenez sur vous d'augmenter votre charge de travail. D'une part, et peut-être vous-même vous avez été formé que sur ça. Sinon, vous êtes auto-formé que sur ça et vous avez vous-même peur d'y aller. Donc, les plus réticents, ce n'est pas les utilisateurs, mais c'est plutôt l'IT qui est censé les amener à y aller. Et comme la conduite du changement n'est pas évidente et n'est pas automatique, on s'est dit, alors, ceux qui sont en poste, ils ont déjà les habitudes. On va aller avec eux avec douceur, en comptant sur le temps et sur la tropicalisation que nous avons faite, parce qu'on l'a harmonisé avec le modèle qu'ils ont l'habitude de voir. Mais allons-y vers les universités, parce que c'est eux qui vont être les fonctionnaires et c'est eux qui vont travailler dans le privé demain. Il faut que eux, ils changent déjà leurs habitudes pour que quand ils vont arriver dans 5 ans, au niveau des institutions et autres, bah, ça sera comme une lettre à la poste. Nous avons également le FENOS, je l'ai cité tantôt, le Forum national sur l'open source que nous organisons chaque année. Donc tout ça, c'est de façon concrète ce qui est fait depuis, sinon même bien avant l'adoption de la stratégie. Alors, les perspectives. Nos perspectives, à ce stade, c'est de poursuivre la sensibilisation et la vulgarisation de ce que nous faisons. C'est de dynamiser les communautés nationales du libre et de l'open source. Moi, j'ai l'honneur d'être là à cette conférence. Mais l'idée pour nous, c'est que ce ne soit pas le gouvernement qui participe à ce type de conférence, que ce soit plutôt les communautés qui viennent à ces conférences. Donc, il y a un axe qui est dans la stratégie, vous la verrez, qui porte spécifiquement sur ça. Nous devons participer à redynamiser les communautés
et à les inscrire. Et ça, c'est l'État qui doit prendre sur lui, à les inscrire à ce type de conférences pour qu'ils soient davantage mieux organisés, pour qu'ils puissent contribuer également dans ce que nous sommes en train de faire. Nous souhaitons également en termes de perspective, et ça dans un court délai, mettre en place un miroir local, et ça est en cours au niveau de l'Agence nationale pour la promotion des TIC, parce que l'avantage que nous avons un cloud public, un cloud de l'administration et un intranet de l'administration. Avoir notre propre dépôt en local sans passer par Internet pour aller chercher les logiciels que nous aurons identifiés et certifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au Burkina Faso va participer justement à la promotion de ces outils-là. Et bien entendu, dans les semaines à venir, nous, en s'inspirant du modèle de la France, nous sommes en train de mettre en place un socle interministériel des logiciels libres également. Et c'est ces logiciels identifiés et catégorisés qui seront mis sur ce miroir local. Et enfin, bien entendu, poursuivre la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie qui est très triennale. Alors, en termes de difficultés de mise en œuvre, je l'ai dit tantôt, on rencontre des difficultés. La première difficulté, et c'est là le paradoxe, c'est que on souffre pour la mobilisation des ressources financières. Quand on prend le coût global de la mise en œuvre de la stratégie, du plan d'action de la stratégie sur 3 ans, il est moindre par rapport au coût de la location annuelle de licence. Cependant, ça reste quand même un challenge d'avoir de la ressource disponible pour la mise en œuvre de la stratégie. Donc, qu'est-ce que nous avons fait depuis septembre 2021? Nous avons fait focus sur les activités à faibles ressources financières. Donc, tout ce qui est organisationnel, nous avons déroulé sans donc attendre de la part de l'État un financement particulier. Alors, l'autre difficulté, c'est la conduite du changement. Je l'ai dit tantôt, c'est plutôt l'IT. Mais nous avons un cas d'école que nous plaisons à partager lorsque nous communiquons sur les logiciels libres. C'est celui du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le DSI, que j'appelle affectueusement mon oncle, Aimé Dama, il s'appelle, a pris sur lui d'obliger son ministère à y aller. Donc, en ayant d'abord l'aval de l'autorité, donc son SG et son ministre, un week-end, il est arrivé, déjà pour tous ceux qui sont dans son comité de direction, tous les directeurs, il a changé leur système, tout simplement. Les utilisateurs, il a changé. Et puis, un mois après, tout le monde y était. Voilà. Donc, ça, c'est un cas d'école que nous partageons à loisir, qui permet vraiment d'y aller dans son ministère. Les gens y sont et on ne voit même pas la chose arriver, en fait. C'est juste faire le pas. Et ça passe de façon, comme je l'ai dit tantôt, ça passe comme une lettre à la poste. Alors, un peu, voilà ce que je voulais dire sur cette stratégie. Je vais espérer avoir beaucoup de questions pour apporter beaucoup de réponses. Parce que en 20 minutes de communication, je ne peux pas tout dire sur la stratégie. Je vais espérer que vos questions me donnent l'occasion de vous donner plus de précision. Alors, je ne saurais terminer sans remercier, bien entendu, les organisateurs de cet événement qui ont bien voulu, en tout cas, inviter le Burkina Faso pour partager son expérience pour ce qui concerne l'élaboration de documents aussi stratégiques qui participent à la mise en place des logiciels libres au niveau gouvernemental. Et j'allais citer les 3 Jean.
qui ont été au four et au moulin depuis maintenant 8 mois pour faciliter ce voyage. Jean-Christophe, tu vas m'aider un peu avec Jean-Paul. D'accord, en tout cas, c'est les 3 Jean, je les appelle comme ça. Le beau trio qui a facilité ce voyage. Donc voilà, je suis au terme de ma communication. Jean-François, merci. Donc Jean-Christophe, Jean-Paul et Jean-François. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais espérer avoir beaucoup de questions. Merci. On va faire simple. Je vais tourner dans la salle et puis ça va être proactif. On a encore 30 minutes. Je suis jeune comme vous, donc il n'y a pas de souci. Et c'est sans filtre. Donc bonjour, je m'appelle Clément Aubin, je travaille dans une société qui s'appelle XWikisas, on édite 2 logiciels open source. Donc déjà merci pour votre présentation. J'avais une question, dans les axes d'amélioration de votre stratégie que vous avez donné ici, vous parliez de... alors je me souviens plus exactement des termes exacts, mais c'était augmenter les contributions d'acteurs locaux. Est-ce que vous avez trouvé des plans qui permettaient justement de favoriser ces contributions, que ce soit financier, mais aussi d'autres manières, pour justement faire évoluer l'usage du logiciel libre, à la fois dans le public, mais également dans un secteur plus privé? Alors, le renforcement des capacités des acteurs. En fait, il y a 3 axes. Le renforcement des capacités des acteurs, le développement des e-services basés sur les logiciels libres et le renforcement de la gouvernance. C'est ça. Moi, je parlais surtout de la capacité des acteurs locaux. Oui. Qui, j'imagine, sont soit des groupes de travail plutôt associatifs, soit des sociétés privées. Tout à fait. Alors, au niveau des universités, nous avons, avec l'accompagnement de la Fondation LibreOffice, prévu de mettre des clubs de logiciels libres. Ça existe déjà. Il y a des clubs qui existent dans certaines universités, mais c'est de renforcer leurs capacités. C'est de les former. C'est à côté ce que je n'ai pas dit, à côté du Forum national sur l'open source, nous avons sur 48 heures l'école nationale sur l'open source, où on regroupe les acteurs pour les former sur des thématiques bien précises. Et on pense que c'est comme ça qu'on va participer donc à renforcer ses capacités. Et c'est vraiment sans limite. Au-delà des universités, il y a les associations qui sont déjà là, qui existent, comme je l'ai dit, depuis une vingtaine d'années. C'est les accompagner par des formations, par des inscriptions à des séminaires internationaux pour qu'ils viennent se frotter à leurs pairs d'autres pays pour acquérir plus de compétences. Parce que ce qu'il ne faut pas occulter dans ce pan, c'est d'éviter d'être consommateur, même quand on est dans le libre. Voilà, c'est de pouvoir contribuer également, et produire, sinon consommer. Bon, je ne verrai pas la grande différence avec un logiciel propriétaire, puisque vous ne savez pas vous-même ce qui tourne forcément derrière, même si c'est libre. Tout à fait. Merci. Une autre question? Oui, allez-y. À propos de votre modification de LibreOffice, est-ce que l'objectif également de cette modification était de pouvoir maintenir le logiciel plus facilement à jour dans les institutions? Exactement. C'est à 2 niveaux. Non seulement d'avoir la maîtrise, même de le mettre à jour, de participer à contribuer. Les étudiants qui l'ont fait aujourd'hui collaborent avec la Fondation. Donc, il y a des formations qui sont prévues pour eux. Mais également, l'autre objectif, en le tropicalisant, c'est de tromper l'œil de l'utilisateur, en fait. On l'a fait, et quand il démarre, c'est comme si tu es sur Office, en fait. Les couleurs, tout, le repositionnement, le regroupement des commandes, c'est fait comme sur Office. Donc, l'utilisateur derrière, il ne se rend pas compte en réalité qu'il a changé d'outil bureautique. Donc voilà les 2 objectifs. Tout ça participant on pense à la conduite du changement, qui ne voit pas qu'il y a une grande rupture entre ce qu'il faisait et ce qu'il est en train de faire, qui puisse peut-être
le braquer un peu et il dira que bon, on a tout changé parce que c'est un peu ça. Quand les gens n'arrivent pas à travailler, on va rejeter la faute sur l'IT en disant bon, c'est l'informaticien qui est venu tout changer et rien ne marche. Alors qu'on a juste peur d'aller voir ce qui est offert. C'est bon, je réponds à votre question. Oui, et j'ai une deuxième question. Est-ce que vous pensez que dans les prochaines années, on verra beaucoup plus de contributions sur le logiciel open source venant du Burkina Faso que ce qu'il y en a actuellement si ça va effectivement permettre une bien plus grosse part du logiciel libre d'être développé par le Burkina Faso que ça ne l'est actuellement? C'est notre souhait. Et si on arrive dans les 3 années à contribuer, on dira qu'on aura atteint notre objectif sur l'axe 1, parce que c'est ça la finalité de l'axe 1, c'est de produire également ce que nous voulons consommer. Mais dès le départ, c'est déjà amener les Burkinabés à participer véritablement dans la production au sein des communautés, quitte à ce qu'on produise nous-mêmes ce que nous voulons consommer. Voilà. Et du reste, c'est pas fait, mais c'est pas encore organisé comme on le souhaite, parce que depuis l'arrivée de Madame la ministre, qui est vraiment porté logiciel libre, tout ce que nous faisons pratiquement dans l'administration, même les outils de développement, tout a changé. Tout est à dominance libre. Donc on développe, il y a du développement qui est fait, mais propre à l'administration d'abord. C'est avec les informaticiens de l'administration. Nous avons 492 procédures administratives qui ont été identifiées pour être dématérialisées. Et ces procédures sont en train d'être dématérialisées progressivement, mais c'est exclusivement sur des logiciels libres. Nous produisons pour un besoin spécifique. Mais là, c'est aller au-delà, c'est de produire, organiser des communautés au-delà de l'administration publique, dans le secteur privé, dans les universités, pour que nous ayons également au Burkina Faso une communauté très forte qui participe au développement du libre dans le monde. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Merci. Une autre question, vous êtes timide, hein? Vous parliez des entreprises et des universités. Est-ce que votre but aussi, c'est que ces logiciels soient utilisés par la population en général dans la vie quotidienne Et du coup, je pense que ça va un peu avec. Je ne connais pas du tout l'état de la fracture numérique dans votre pays. Si elle est importante ou pas. Si elle est importante, peut-être que ça va être plus compliqué pour que tout un chacun utilise vos créations, du coup, je suppose. Alors, je vais commencer par la deuxième question. La fracture numérique, oui, elle est importante. Elle est importante. Nous avons 13 régions qui aujourd'hui sont toutes raccordées par fibre optique. Mais au-delà des régions, il y a les provinces, il y a les villages. Nous avons des zones où il n'y a même pas encore l'électricité. Donc, bien sûr, la fracture numérique, elle existe. La mission première de l'administration publique, c'est d'offrir des services à la population. Les plateformes qui sont élaborées, les services à dématérialiser, l'infrastructure qui est mise en place, tout ça doit participer à offrir des services à la population. Donc, demain, comme vous le faites ici, si un citoyen peut se connecter à une plateforme pour demander son casier judiciaire, nous dirons que c'est au bénéfice de la population. Mais maintenant, c'est de le faire en bonne intelligence avec d'autres départements ministériels. Le Rwanda est un cas d'école sur lequel nous inspirons également. Donc, au lieu que ça soit chez tout le monde, parce que ce n'est pas demain que ça se fera, il faut être réaliste aussi, que ça soit chez tout le monde qu'on ait la connexion pour pouvoir consommer ces services publics de l'État. Il y a eu des cybercentres, les cybercafés, qui étaient quand même mis en place dans chaque village, de sorte à ce que
les gens se regroupent là-bas et demandent les services de l'État. Donc, on est en train d'aller un peu sur ce modèle, qui est un cas de succès, une bonne pratique, pour réussir, un tant soit peu, à réduire cette fracture numérique. Voilà. Et assurer donc ce service à la population. Je réponds à votre question. Merci. Autre question? On a encore 27 minutes. On peut faire l'option de s'asseoir et puis se regarder ou continuer la discussion. Et je pense que c'est enrichissant de continuer la discussion. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Au-delà de ma présentation, volontiers, je vous apporterai des réponses. Oui, je suis curieux de connaître d'autres logiciels que vous installez ou que vous voulez installer dans les années qui viennent. Vous avez parlé de LibreOffice, mais est-ce qu'il y a des choses sur la messagerie? Est-ce qu'il y a des choses sur les téléphones portables peut-être, des personnels de l'administration ou d'autres logiciels, d'autres exemples que vous pouvez citer dans vos objectifs pour aller vers plus de logiciels libres? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Alors, en termes de messagerie, nous avons notre partenaire messagerie qui est en bas, Bluemind, qui est là. Nous travaillons directement avec Bluemind pour la messagerie. Nous avons des services cloud. Comme je l'ai dit, on a une infrastructure de l'administration, une intranet de l'administration et un cloud public de l'État. C'est également sur les technologies libres. On a une nouvelle équipe dirigeante qui est là, qui est en train de réajuster la stratégie de sauvegarde, de sécurisation à obédience vraiment libre. Et cette conférence est une aubaine pour nous parce que je vais repartir avec beaucoup d'adresses, beaucoup de solutions qui sont proposées en termes de sécurité pour être présentées. Alors, sur les bases de données, bien entendu, c'est les bases de données que vous connaissez déjà. C'est vrai que pour des besoins spécifiques, à un moment donné, au niveau de l'administration financière, particulièrement, on a été pendant longtemps sur Oracle. Aujourd'hui, je l'ai dit, on est en train de renverser la tendance. Donc, les applications qui sont en cours de développement actuellement sont sur des logiciels vraiment libres, que ce soit les bases de données et autres. Et comme je l'ai dit souvent, c'est l'IT qui est plutôt bloqué sur la transition parce que imaginez un informaticien qui a été formé, sinon qui a travaillé pendant 15 ans à assurer la sauvegarde, à assurer la disponibilité des services sur une base de données Oracle, qui a été formé, qui est monté véritablement en compétence là-dessus. Et un beau matin, vous voulez qu'il change de fusil d'épaule. Le plus réfractaire, ça sera lui en fait, qui va faire le contrepoids, au lieu que ce soit les utilisateurs, parce qu'ils ne voient même pas ce qui tourne dans la base. Et ils ont besoin de données pour faire leur travail. Donc, au-delà de ça, il y a là j'ai parlé de sauvegarde, il y a de bases de données, il y a les solutions de sécurité, comme je le disais, lesquelles je ne suis pas opérationnel au niveau de la NPTIC pour apporter plus de détails. Mais bon, j'ai mon adresse mail qui est là pour ceux qui auront des questions techniques précises. Vous pouvez me les reverser et je pourrai répondre à toutes les questions. Sinon, il y a quand même un ensemble de logiciels libres qui sont consommés. Voilà. Bureautique, bon, les mêmes que nous utilisons du reste tous les jours. C'est bon. Et quand on élaborait justement la stratégie, ce que je peux ajouter, quand on élaborait la stratégie, on a identifié, on a fait une liste de logiciels libres comme ça, par catégorie, et c'est ça qu'on veut aller finaliser bientôt par le socle interministériel que nous allons souhaiter adopter. Voilà. C'est bon? Merci. Merci. Alors effectivement, j'avais une question qui portait exactement sur ça, sur donc notamment la migration des outils de messagerie qui doivent être aussi beaucoup utilisés. Maintenant, vous parliez également de la mise en place d'un miroir, donc notamment pour tout ce qui touche à l'administration. Aujourd'hui,
si il y a quelque chose que je voulais comprendre dans la manière dont vous fonctionnez, c'est-à-dire que les logiciels que vous développez sont au final déployés de manière uniforme sur toutes les entités du gouvernement, ou alors c'est vraiment à chaque entité de choisir sa stratégie. Par exemple, typiquement, quel va être le LibreOffice est-ce qu'il va utiliser LibreOffice ou OpenOffice, ou Office 365, pardon, ce genre de choses. Nous souhaitons harmoniser les pratiques au niveau de l'État. Donc, on a opté. Il y a eu une étude, c'est une étude qui a été faite par le secrétariat technique d'analyse et d'études stratégiques du ministre en charge de l'économie numérique sur l'option. On a regardé les solutions bureautiques libres et on a retenu LibreOffice. Donc, il ne s'agit pas de donner le choix à l'administration publique, il s'agit plutôt que tout le monde y aille. Voilà, sur ce que nous utilisons. Et on pense que comme ça, ça va permettre d'avoir la même page où on reverse les difficultés rencontrées, les solutions proposées, que de laisser chaque DSI, choisir quel outil libre il veut plutôt utiliser pour la bureautique. Voilà. Et pour la messagerie également, on a choisi au Burkina de mutualiser, et vous allez beaucoup entendre parler de ça ces 2 jours, de mutualiser les ressources. Voilà. On n'a pas besoin que le DSI de l'agriculture mette en place sa propre solution de messagerie, libre soit-elle, que celui de la justice mette une autre solution de messagerie différente. Après, justement, pour l'interopérabilité, comment on l'assure, pour le partage de données, comment on l'assure, on ajoute plutôt des couches de difficulté que d'aller sur le même principe. D'accord. Et donc du coup, si je comprends bien, donc l'idée à terme, c'est vraiment d'avoir au niveau donc de l'État un catalogue de logiciels que vous supportez et que vous déployez au niveau des administrations. Et si par exemple demain on veut je sais pas moi, avoir une base de connaissances, parce que c'est ce que je connais le plus, on veut une base de connaissances, on aura peut-être 1 ou 2 solutions qui auront été présélectionnées et qui sont maintenues par l'État. Vous avez tout compris. Okay, merci. Autre question? Sur ma droite, on ne pose pas trop de questions. Ah, oui, ça va. Ou bien ce que je dis est ennuyant. C'est peut-être. Je vais poser une question sur le lobbying. Ce matin, dans une des conférences sur les systèmes de santé, par exemple, choisis par la France, avec des systèmes de cloud Azure de Microsoft ou autres, on a appris qu'il y avait beaucoup d'argent qui était dépensé par les GAFA pour faire du lobbying auprès de Bruxelles ou auprès des États directement, pour ne pas perdre les ventes de licences et ce genre de choses. Est-ce qu'à votre échelle et dans votre pays, il y a aussi des actions de lobbying de la part de ces acteurs-là pour continuer à vendre des licences, ou c'est trop petit, ou ils ne voient pas ce qui se passe, ou comment ça se passe le lobbying de ces acteurs-là chez vous et à votre niveau? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, je dirais que c'est la même chose, mais peut-être à petite échelle. On a la chance qu'au niveau de Bruxelles, il y a eu une étude qui a été faite et on a sorti justement des coûts, des chiffres. Chez nous, on n'a pas de chiffres, il n'y a pas eu d'étude, mais le lobbying, il est là. C'est quand même de grosses firmes qui ne laissent pas tomber, comme on le dit chez nous, 5 francs par terre. Donc, quel que soit le coût qu'on perd, à réussir ce challenge chez nous, par exemple, forcément, ça impacte la sous-région. De réussir à aller dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, forcément, il y a du lobbying qui est fait pour que on n'arrive pas, pour faire changer les tendances. On en a conscience. Peut-être je vais partager peut-être ceci. Je me rappelle, et comme par hasard, il y a pas longtemps, on a donné communication là-dessus, sur ce qu'on est en train de faire sur le LibreOffice.
La même journée, j'ai été contacté en fait par le point focal qui interagit avec le gouvernement, parce que moi je suis le point focal pour ça, pour ces contrats au niveau du gouvernement. J'ai été contacté et comme par hasard, aujourd'hui, j'ai été également contacté pour voir comment on évolue ensemble, pour dire qu'ils suivent. Hein. Donc sans doute qu'ils savent que je suis dans la salle ici, en train de communier avec vous sur la stratégie. Ils suivent de près l'évolution des choses et c'est de bonne guerre. C'est aux États, sinon aux personnes, aussi de savoir comment aller. On ne dit pas dans l'absolu de changer les usages, mais c'est de voir comment trouver des palliatifs pour assurer des économies d'échelle pour des États comme les nôtres, où les ressources sont rares, de trouver des palliatifs à certaines dépenses qui peuvent servir à d'autres priorités que d'être dans des dépenses souvent pas forcément justifiées. Voilà, parce qu'il y a les équivalents qui sont très bien et qui sont à moindre coût. Et l'économie qui est assurée peut être mise sur un autre département ministériel pour assurer d'autres priorités du gouvernement. Voilà. Mais le lobbying, il est partout, il n'est pas permanent et il n'a pas de couleur. Merci. Voilà, je m'adresse à ceux qui sont à ma droite. Oui, normalement c'est le micro ça. Donc par rapport, pour retourner au miroir que vous avez mis en place, donc vous nous proposez des logiciels de tout type, qui sont bien entendu les logiciels du gouvernement. Et j'imagine du coup que je pense que du coup le gouvernement prend bel et bien en compte la sécurité de ce miroir et la sécurité des logiciels qui sont dessus. Tout à fait. Alors, à l'instar de la France et des autres États que je connais, pardon, ça c'est le réveil. Alors, à l'instar de la France comme d'autres États que je connais, nous avons une agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors, une condition, et c'est écrit dans la stratégie, pour aller vers une solution retenue, qui doit être partagée, mutualisée avec les autres départements, c'est que la solution soit certifiée par l'agence, qui ont, eux, les compétences, la technicité et les outils pour auditer, pour nous assurer et nous rassurer que ce que nous avons retenu répond au référentiel général de sécurité qui a été élaboré par leurs soins et qui est suivi par eux. Donc, les questions de sécurité, oui, c'est pris en compte. Tout ce qui va être identifié pour être sur le miroir, ça va passer par l'agence qui va certifier avant qu'on passe à la mise à l'échelle pour tout le monde. Je prends le micro pour que tout le monde entende. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui ont un petit peu d'avance sur vous et qui ont migré des logiciels propriétaires vers les logiciels open source et qui sont 100% sur des logiciels open source? Est-ce que vous connaissez des exemples? Est-ce que vous êtes allé visiter des pays ou des installations qui ont réussi ce choix-là et qui ont maintenant des années de retour d'expérience sur ce type de choix, ce type de stratégie? Alors, dans l'absolu, je ne prendrai pas le risque de répondre par oui ou par non. Des modèles de pays, ce que je peux dire, des modèles de pays qui ont fait cette option, ils ne sont pas très nombreux. Comme cas d'exemple, on a particulièrement la Chine qui a opté de façon radicale pour en tout cas les outils, tout ce qui est outils Microsoft. Et je ne vais pas dire qu'ils ont eu forcément tort, parce qu'on regarde aujourd'hui qu'avec, et là c'est un constat, avec le Office 365,
qui est là et la manière de l'installer, on n'a plus, et même l'OS, on n'a plus forcément la possibilité d'installer ce qu'on veut là-dessus. Ça, c'est ce qui est là, pratiquement. Pour installer d'autres logiciels que vous souhaitez, ça ne sera plus comme avant. Il faut passer forcément par les serveurs propriétaires, donc pour télécharger ce que vous voulez installer. Et c'est pas tout ce que vous voulez qui se trouve là-bas, un peu comme on l'a sur nos téléphones, hein, bref, pour dire que oui, il y a des États qui ont choisi de le faire. Oui, ces États ne sont pas nombreux. Et pour ne citer que ce cas, je le disais tout à l'heure au déjeuner, avec un doyen également qui a porté ce genre d'initiative en France, qui, on le constate, il y a eu des moments où on a opté de façon radicale d'y aller, pas de département ministériel. Des années après, on a fait le volte-face, on y est reparti. C'est un challenge permanent, on va noter ça ensemble comme ça, c'est un challenge permanent. Pour lequel il faut être conscient dès le départ, et nous en sommes conscients. On va dire, nous, on a la chance, et je vais le dire comme ça, d'avoir une ministre qui soit portée là-dessus. C'est pas évident que juste après elle, on ait le même portage, ce qui fait que c'est une problématique connue. Donc, on essaie de trouver les voies et moyens pour mitiger à minima ce risque, qui est que demain on refasse un volte-face de ce que nous avons déjà engagé. Et c'est ce qu'on constate dans beaucoup de pays. Les initiatives naissent, on choisit d'y aller, et c'est malheureusement des initiatives qui sont portées, même si c'est des stratégies au niveau national, c'est des décrets qui sont pris par les chefs d'État, des arrêtés qui sont signés par les chefs de gouvernement, mais ça reste des personnes qui les portent. Et juste après ces personnes, malheureusement, il y a un volte-face qui se fait, un revirement de position, et c'est ce qui est quand même constant dans le temps. Voilà, avec les pays qui choisissent d'y aller. Mais on en a conscience, et je pense que ça c'est déjà quelque chose, d'avoir conscience de cela, et puis d'essayer, en tout cas, de préparer les solutions de mitigation de ce risque. Donc on a des arrivants qui sont là, on va les donner le micro. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que vous n'avez pas suivi, on a parlé un peu de la stratégie nationale de promotion des logiciels libres du Burkina Faso qui a été adoptée. Déjà, on sera content de savoir, vous êtes monsieur? Antoine Nivard. D'accord. Vous êtes exposant, visiteur? Non, je suis visiteur, je suis président, je suis fondateur d'un point d'échange Internet à Nantes. Je suis membre d'un bureau qui est fournisseur d'accès Internet associatif, FAI Maison. Et je participe à la maison collective du libre à Nantes. Et dans quelques mois, je vais sortir un service cloud local, west.cloud. D'accord. Merci beaucoup. Et merci d'être avec nous. Et donc, par rapport, c'est très, très intéressant, la stratégie qui a été définie et la problématique de vision que je trouve qui nous manque en France, cette audace pour dire dans quelle direction on va et par quels moyens on va y aller. Et c'est ce qui nous manque par rapport à ce qu'on a vu sur la souveraineté numérique que j'ai assisté ce matin, où on essaye, nous, avec nos moyens, de faire évoluer les choses, mais d'un point de vue politique, donc le cran du dessus, de ceux pour qui on va voter, qui nous manque ces choses-là. Et on compte, ça fait 20 ans qu'on fait ça, on compte à chaque élection, on va sensibiliser les candidats à cela, mais qui n'est pas leur priorité. Et le mot de volte-face, c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment donné, ils vont aller dans un sens,
mais il y en a un qui va arriver et qui va retourner la table. Et la problématique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à ancrer les solutions auprès de ceux qui l'utilisent. Et je prends la première chose, la première partie, c'est la partie des enfants et l'éducation. Et ça commence au primaire, dès le primaire. Si on arrive à faire cette partie-là, et que par rapport à la partie des étudiants, ça soit ancré que Linux est la meilleure perspective de travail pour demain, je ne sais pas si vous regardez, je vois des étudiants, regardez les salaires, regardez les salaires. Juste cet argument-là, aussi stupide que ça. Regardez les salaires qui maîtrisent l'open source. Combien ils gagnent. C'est hallucinant. Parce qu'ils maîtrisent, eux au moins ils maîtrisent ce qu'ils font. C'est ça l'avantage du logiciel libre, c'est que vous êtes en capacité de maîtriser ce que vous faites. Et maîtriser votre vie. Tout à fait. Et merci pour ces apports de qualité qui sont bien en phase avec ce que nous sommes dit tout à l'heure. Merci de me donner le micro. Il reste 1 minute. Voilà, et je suis l'intervenant de la session d'après, donc d'accord. je vais le garder comme ça si vous voulez bien. D'accord, ok. Merci beaucoup à tous et c'était un grand plaisir et un honneur.